John, you can't ignore me forever. Charles, you've been a very good friend to me. The best. But I won't talk to you again. I just can't. Same goes with you, baby girl. Goodbye. Goodbye. I was wondering if I might audit your course. It's an honor, Professor Nash. Bonjour, nous sommes dans la troisième partie du paradigme interactionniste. Évidemment, après le paradigme de linguistique et le paradigme systémique, nous avons abordé dans une première et deuxième partie l'histoire des théories du paradigme interactionniste. Nous avons vu d'abord dans une première partie l'école de Chicago, les fondateurs avant la Seconde Guerre mondiale, école de Chicago qui va donner les bases de l'interactionnisme symbolique, et puis nous avons vu dans une deuxième partie le fameux collège invisible entre l'école de Palo Alto, l'école de Philadelphie, c'est-à-dire de l'université de Pennsylvanie, et réunissant les deux, Erving Goffman, qui est une école à lui tout seul, un style à lui tout seul, un chercheur unique. Nous avions promis donc dans cette troisième partie d'essayer de tirer des conclusions, de tirer une boîte à outils, une théorie générale interactionniste. Comment penser aujourd'hui la communication à l'aune du paradigme interactionniste? Dans une première partie, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que le sujet n'existe pas en dehors de la communication. Ma conscience n'existe pas en dehors de la communication. Quand je pense, je communique, je produis du sens avec moi-même, je génère du sens avec moi-même. Donc je suis constamment, ma conscience est constamment une performance de la communication. En tant que sujet, je suis un individu, c'est-à-dire je suis un élan vital, une force vitale, dirait Bergson. Je suis une force biologique et vitale qui se manifeste comme énergie à l'intérieur de ma conscience. Et ma conscience n'est rien d'autre que cette fonction énonciative, que la fonction de communication. Donc, je pourrais dire que le système de la conscience, le système communicationnel, l'espace de communication de ma conscience, est la condition, l'écosystème, le milieu dans lequel mon sujet va émerger. À l'intérieur de ma conscience, je vais à la fois fabriquer la réalité, construire la réalité avec les compétences que j'ai. Je vais à la fois m'adresser à quelqu'un, même si ce quelqu'un est moi-même, et je vais, en m'adressant à quelqu'un et en fabriquant la réalité, me positionner par rapport à ce quelqu'un et par rapport à cette réalité. Je vais donc construire un théâtre, construire une scène dans laquelle je vais mettre en avant certaines caractéristiques de mon moi, je vais interpeller l'autre selon certaines caractéristiques, je vais en faire un personnage, je vais me créer en personnage, et je vais invoquer l'autre et moi-même dans une scène, dans une situation que je vais définir et construire. La communication est la condition d'émergence de ma conscience et de mon sujet. Jacques Lacan dira d'ailleurs que l'inconscient est structuré comme un langage, comme une grammaire qui permet à un moment de se performer dans la conscience. La communication est donc la matrice dans laquelle se sont enchâssées toutes les activités humaines, nous dit George Herbert Mead. C'est un système de communication qui se base sur une grammaire, qui se base sur des règles structurales, qui se base sur un certain langage qui est la nature même de l'individu dans son inconscient, son identité langagière. Quand je prends l'ensemble des performances communicationnelles de conscience, quand je prends l'ensemble des énoncés que je produis, je vais découvrir progressivement qu'il existe un auteur complexe, un auteur pluriel et dynamique qui a une certaine histoire. Cet auteur, c'est les règles et la grammaire que vous respectez en général pour construire le monde, pour vous adresser à autrui ou pour vous identifier vous-même. Mais on va voir aussi, avec l'interactionnisme symbolique, c'est que je ne suis pas seul au monde. À moins que je sois vraiment frappadingue,
Je ne suis pas seul au monde, je ne me parle pas à moi-même et je n'invente pas les personnages avec qui je parle, à part des états de schizophrénie très avancés. Par contre, la plupart du temps, ma construction de la réalité est une proposition à autrui. J'interpelle quelqu'un, je lui demande de venir rentrer dans une scène, et cette scène, je voudrais qu'il y participe pour que nous puissions construire ensemble une certaine réalité que je voudrais fabriquer. Mais j'ai très bien compris qu'il n'est pas à mes ordres, qu'en fait, nous devons négocier ensemble une scène commune. Or, je fais ça depuis ma naissance. Et depuis ma naissance, j'ai appris qu'en fait, la société m'attend. La société a préparé des scènes, a préparé des règles communes et a demandé à l'ensemble des individus de s'harmoniser autour des scènes communes. Donc la plupart du temps, je n'ai pas fabriqué, je n'ai pas innové dans mon existence. J'ai par système imitatif, je me suis intégré dans les scènes qui ont été construites et qui m'ont été proposées. La construction du moi est une construction d'abord imitative. Je m'intègre dans ce qui est déjà là et j'apprends les règles parce que dans l'état de petit homme que je suis à ma naissance, avant de pouvoir prétendre à une certaine autonomie, on appelle ça l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où le petit humain très passif, très obéissant, qui est en constante imitation, qui a les grands yeux ouverts, décide de produire sa propre identité et sa propre existence, mais ça arrive très tardivement. Pendant 13 ou 14 ans, je vais d'abord apprendre ma société, me soumettre à ma société, imiter, observer et m'insérer dans les personnages qui ont été préconstruits pour moi. Le premier élément que l'on va observer, le premier outil qu'on va observer, c'est que si la communication est le fondement de l'existence à la fois des sujets en tant qu'individus, mais de la société elle-même, il faut regarder ce que c'est qu'une interaction communicationnelle. Quelle est l'unité de base? L'unité de base, nous disait Jacobson, c'est une énonciation. À un moment, j'énonce, je deviens sujet, j'interpelle un individu et je construis une réelle. L'énonciation, ça peut être une simple proposition et ça peut être une très longue tirade. On pense évidemment à Cyrano de Bergerac et ces énormes tirades qui sont des énonciations d'un individu totalement libre et indépendant et qui reconstruit le réel à sa guise. Donc la fonction énonciative, l'unité énonciative des linguistes, c'est l'unité de base de la construction de la société. Faire de la linguistique, faire de la communication et faire de la sociologie, c'est la même chose dans l'interactionnisme symbolique. C'est une structuration progressive et continuelle des individus. On va penser à Herbert Wistel quand il va nous dire que ce soit par les gestes, que ce soit par l'espace, que ce soit par les lieux, il y a toute une série de dimensions, il y a toute une grammaire qui est disponible dans la société, et il y a même un alphabet de gestes, un alphabet d'endroits. Une société, à un moment donné, c'est des lieux particuliers, consacrés à des performances particulières, dans lesquels on fait des gestes particuliers, on tient des propos particuliers, avec un certain ton particulier. On pourrait imaginer, même si c'est une tâche gigantesque et complexe, de faire d'une société la somme de ces gestes, la somme de ces lieux, et on découvrirait un alphabet élémentaire de la communication extrêmement complexe et extrêmement riche, mais qui serait un alphabet partagé par tous. Deuxième élément important, la communication a pour objectif une réussite performative, une stabilité performative. L'être humain est toujours à la recherche d'un ordre qui puisse le rassurer, qui puisse lui permettre d'avoir une certaine régularité, et cette régularité doit permettre de pouvoir anticiper ce qui va se passer. Le chaos, c'est antisystémique. L'entropie, c'est antisystémique. Donc Don Jackson nous rappelle avec les systémiciens que la recherche humaine, c'est une recherche d'homéostasie, une recherche de stabilité, d'un système régulé. Et que ce système régulé permet au moins au sujet, même dans la souffrance, même quand il en est victime, permet au moins au sujet d'anticiper ce qui va se passer, d'établir un certain ordre prédictible et donc d'échapper au chaos et à l'angoisse de l'imprévu. Et Gregory Bateson montrera que cette homéostasie systémique est en fait régulée par des systèmes de feedback positifs et négatifs, c'est-à-dire que la communication est constamment enchâssée dans une surveillance de la communication. Il y a métacommunication dans le sens où l'individu qui s'engage dans un système est toujours à la recherche des indicateurs qui le cautionnent, qui lui donnent des bonnes notes, qui lui donnent un indicateur positif sur sa performance, et par contre, il sera toujours à la recherche des feedbacks négatifs qui lui annoncent qu'il est en train de se tromper, qu'il est en train de partir en marge,
qui échappe progressivement à la situation, qui doit revenir vers le centre de la situation. Les interactions communicationnelles sont en fait ultra régulées, ultra organisées en temps réel pendant une structuration continuelle. Donc 3 éléments, performance de communication. À l'intérieur de cette performance de communication, usage des unités signifiantes qui ne sont pas uniquement verbales, hein, qui sont physiques, situationnelles, etc., que la société a mis à ma disposition, avec la grammaire qu'elle a mis à ma disposition, et recherche un moment d'une harmonie prédictible, d'un ordre social prédictif, avec une régulation constante, une co-régulation constante avec l'ensemble des interlocuteurs. Le deuxième point important, évidemment, c'est que cette communication n'est pas uniquement verbale, que le verbal, c'est même pas 1/5 de la communication. Tout est communication. L'endroit où je suis aujourd'hui, ma posture physique aujourd'hui, le ton que j'emploie, le niveau de langage et le niveau de vocabulaire, l'attention, la séquence que je suis en train de déployer, tout est communication. Et tout est en fait communication sociale. Tout a été organisé par la société. Pour qu'on puisse me comprendre, je dois utiliser des programmes et des programmes qui ont été organisés par la société. Or, ces programmes reposent en très grande partie, au niveau de la signification, sur autre chose que du verbal. La communication est non verbale. Et donc, une des conséquences du fait que la communication est grandement non verbale, c'est qu'elle est multicanale. C'est-à-dire que pendant que je parle, il y a évidemment l'émission de mon son, l'émission de ma phrase, mais il y a aussi ce que je fais avec mon corps. Il y a aussi ce que je veux dire par l'endroit où je suis. Il y a aussi peut-être des éléments qui permettent en plus de tenir un discours parallèle au mien. Il y a peut-être des images qui forment signification. Il y a peut-être un moment, l'ordinateur que vous êtes en train de regarder, l'écran, la chaîne YouTube qui m'héberge, qui va aussi donner un certain sens. Suis-je devenu un YouTuber ou suis-je encore un enseignant-chercheur de l'université? Tout ça va faire signification, tout ça va faire une scène de communication extrêmement complexe et ces différents canaux de communication vont soit se contredire. Suis-je vraiment un YouTuber? Qu'est-ce que je fais sur la chaîne YouTube? Comment ça se fait qu'on me voit sur YouTube et que je ne suis pas dans un amphithéâtre? Qu'est-ce que dit ce texte? Est-ce que ce texte m'appuie? Que dit cette image? Est-ce que c'est ironique? Peut-être que cette image est en train de contredire ce que je dis. Comment se jouent ces rapports entre multicanalités? Comment je réussis ma performance? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que par rapport à la performance YouTuber attendue aujourd'hui, j'ai vraiment fait une vidéo YouTube? Ou est-ce qu'au contraire, je suis pâteau, lourd, j'importe des codes de communication universitaires à l'intérieur de la chaîne YouTube qui fait qu'en fait, cette vidéo est très lourde à regarder et qu'il faut vraiment être obligé, à travers un examen qui va vous sanctionner, de regarder la vidéo parce que franchement, s'il n'y avait pas cet examen, aucun de vous serait arrivé à cette seconde-là de la vidéo. On est à la seconde. Ok. Donc, multicanalité, donc possibilité de gérer, de gouverner, de contredire ces dimensions. Il existe même des dimensions distancielles, et vous voyez, tous les sens perceptifs et tous les aimants sont en jeu dans l'engagement communicationnel. Et c'est important à dire, hein, une communication, ce n'est pas un texte à travers un écran. La communication numérique, par exemple, est un appauvrissement profond de la communication. Rien de plus puissant, et vous le savez bien, vous avez été dans des concerts de musique de rock, vous avez été en vacances, vous avez été voir des endroits qui vous ont émerveillé, vous avez connu des fous rires avec vos amis et des grands moments d'émotion avec votre compagne ou avec votre compagnon. Vous voyez bien que l'engagement corporel, c'est l'engagement d'une communication pleine, multicanale, riche, qui utilise tous vos sens. Et ce milieu complet va vous embarquer entièrement dans la réalisation de vous-même, dans la fabrication du sujet. On ne peut pas réduire la communication à un texte ou à une communication verbale et à une situation aussi pauvre que celle que vous êtes en train de vivre derrière cet écran. Donc cet engagement communicationnel va demander à pouvoir performer, hein, réussir la performance, et la réussite de cette performance dépend évidemment des partitions. Avez-vous les bonnes partitions? Avez-vous reconnu la scène que nous sommes en train de vivre? Est-ce que vous êtes capable de jouer votre rôle? Avez-vous compris le rôle auquel vous êtes assigné? Avez-vous compris ce qu'on attend de vous? À quel moment il faut rentrer en scène? Quelles sont les phrases qu'il faut dire? Donc il y a toute une symphonie et toute une partition qu'il faut apprendre culturellement. Et c'est très difficile. Vous vous rendez compte que tous les jours, vous rentrez dans des scènes dont vous n'avez pas la partition et dont il va falloir apprendre en temps réel. Il y a bien des coachs,
il y a bien des vidéos sur YouTube qui vont vous apprendre à bien vous comporter, bien vous tenir. Il y a bien Madame de Rothschild qui va vous expliquer comment bien manger à table. Il y a bien vos parents qui ont passé leur vie, plus d'une vingtaine d'années, à essayer de vous expliquer qu'il y avait des comportements adoptés et pas d'autres comportements adoptés. Vos amis vont à un moment vous cadrer, vous recadrer. Vous voyez, c'est un apprentissage continuel, apprentissage culturel de programmes communs. Ce ne sont pas vos programmes, vous n'avez pas la liberté de définir ce programme. Le programme, il appartient à la société et il vous assigne un rôle. Vous avez évidemment une marge de liberté, vous avez une façon de performer. Hein. Gérard Depardieu, qui joue Cyrano de Bergerac, c'est un Cyrano de Bergerac très, très particulier. Il n'a rien à voir avec le Cyrano de Bergerac de Gérard Philippe ou de quelconque autre acteur qui a joué Cyrano de Bergerac. Le Van Gogh de Piala, c'est pas le Van Gogh américain hollywoodien. Donc vous voyez, le même personnage, les mêmes tirades, les mêmes phrases. Il y a une certaine liberté de performance qui va donner votre propre identité, mais elle est quand même à la marge. Elle est quand même à la marge parce que les partitions sont quand même extrêmement bien réglées et vous avez été dressé, rééduqué en permanence par la société, par vos proches, pour comprendre dans chaque situation quel type de performance. Et en plus, il y a le feedback. Les feedbacks positifs et négatifs qui vont vous sanctionner ou vous renforcer, c'est-à-dire que vous allez accéder à des récompenses ou vous allez être puni par votre performance. Donc cette performance est multidimensionnelle, donc elle est très lourde à comprendre et c'est ça qu'on va appeler la culture. Avoir de la culture, avoir de l'éducation, être bien inséré socialement, c'est en fait non seulement avoir bien compris, avoir bien reçu, avoir été bien formé dans les performances complètes de la vie quotidienne, mais être un bon acteur et être quelqu'un qui réussit bien à être son personnage et à y croire pleinement. Vous allez pouvoir avoir une certaine variation, une certaine spécificité, une certaine identité. On appréciera même l'originalité de votre performance, cette spécificité. Comme un critique d'art, on applaudira même quand la performance sera excellente et aura une pointe d'innovation et de personnalité. Mais la performance reste la performance, la pièce de théâtre reste la pièce de théâtre, et vous n'en avez pas demandé, vous n'en avez pas décidé grand-chose. Il y a avant tout une demande d'engagement à proprement parler. Et donc cet engagement va se faire au fur et à mesure. Qui commande? Qui dirige? Est-ce qu'il y a un chef en permanence? Des fois. Parfois, il y a des chefs. Parfois, il y a des gens qui vous sanctionnent. Votre père ou votre mère, quand vous étiez enfant, va vous sanctionner parce qu'à un moment, vous avez vraiment tenu des propos inadmissibles. Vous vous êtes tenu mal à table. Vous êtes dégueulasse. Votre chambre est mal rangée. Vous sentez mauvais. On va chez grand-mère alors que vous n'êtes pas douché, etc. Des fois, il y a vraiment des sanctions, punitions. Il y a des acteurs qui sont des dirigeants et qui vont diriger la scène et qui vont vous exclure de la scène et qui vont vous sanctionner ou au contraire qui vont vous récompenser, qui vont vous dire des bons mots, qui vont vous dire des gentillesses et qui vont vous donner du baume symbolique parce qu'ils considèrent que vous avez fait exactement ce qu'il fallait au moment où il fallait. Mais la plupart du temps, en fait, on a affaire à une co-régulation. C'est-à-dire que par des petits messages, par des petits gestes, l'équipe avec laquelle vous êtes en train de jouer la scène, parce que vous travaillez cette scène toujours en équipe, que ce soit à 2, à 4, à 10, à plusieurs, l'équipe va manifester à un moment soit des approbations en disant que la performance est vraiment de très bonne qualité, en dehors de plus que du commun, soit un silence qui dit que la performance se déroule parfaitement, soit une réprobation qui vous dit « Ouh là là, cette scène n'était pas très bien acceptée, c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas bien habillé, c'est pas le moment de se comporter comme ça, c'est pas le moment de se déplacer comme ça, c'est pas le moment d'avoir ce vocabulaire ou ce ton, c'est pas très toléré en même temps dans cette communauté à un moment de cette performance. Et ce feedback continuel va vous permettre de vous régler en continu à partir du moment où vous avez envie de vous intégrer. Et ce ne sera pas toujours le cas. On ne rentre pas toujours dans une scène pour la réussir et pour l'intégrer. Vous verrez qu'il y a des situations où au contraire, on rentre dans une scène pour la détruire. On rentre dans une scène pour l'empêcher. On occupe la tribune. C'est comme lors d'une manif étudiante. Il y a un moment, les étudiants qui montent sur la tribune et qui veulent que le cours s'arrête. Ils ne veulent plus que le cours se déroule. Donc, vous voyez, ce n'est pas une situation pacifique qui fonctionne parfaitement. Il y a toujours un accord tacite entre l'ensemble des membres, et à tout moment, un des membres peut refuser cet accord tacite, peut à un moment remettre en cause la scène et l'arrêter. En fait, il ne peut pas la transformer, c'est très difficile de la transformer. Il faut d'abord détruire la scène, la remettre en cause, et demander une renégociation générale de la fabrication de la scène. Ça arrive régulièrement, les tensions, les conflits,
les remises en cause, les prises de position, les occupations de lieux et d'espace sont des remises en cause permanentes des règles. Donc, vous voyez, l'interaction humaine est une structuration permanente dans toutes les dimensions des règles, distance, espace, gestes, phrases, mots, et à chaque fois on remet en cause le personnage, on remet en cause le droit d'exister de mon personnage. Est-ce que je suis un personnage lambda? Est-ce que j'ai raison d'être là? Des simples regards agressifs, des grandes attentions, une dame qui prend son sac à côté de vous pour vous signifier que votre origine ethnique lui déplaît. Tous ces petits gestes-là vont être des combats permanents dans la vie quotidienne pour avoir le droit d'exister. La totalité, la très grande totalité de ce programme est subie, mais ça ne veut pas dire que les gens sont automates. Les individus, certes, subissent le programme, mais volontairement, l'acceptent volontairement. Et encore une fois, quand ils ne l'acceptent pas, ils savent le faire savoir, ils savent remettre en cause les règles, ils savent à un moment soit s'exclure eux-mêmes, soit interpeller la scène, interpeller les convives et exiger qu'il y ait réparation et qu'on répare la scène pour qu'elle refonctionne selon des normes attendues. C'est ce qu'on appelle tout simplement une controverse. L'échec communicationnel est vraiment un sujet essentiel pour les chercheurs dans l'interactionnisme symbolique. En fait, on s'intéresse à la communication la plupart du temps quand elle ne fonctionne pas, quand elle est douloureuse, quand elle fait souffrir. Quand la communication fonctionne parfaitement, que tout le monde est épanoui, que tout le monde est heureux, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Ce n'est pas un sujet vraiment communicationnel. Rares les experts en communication qui vont à un moment s'intéresser à une situation de communication qui fonctionne bien. Au contraire, on va s'intéresser à une situation qui fonctionne bien parce qu'on est dans des situations qui fonctionnent mal. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des échecs de communication. Et ces échecs de communication, c'est toujours basé sur le même ressort. L'échec de communication, c'est quand les acteurs n'ont pas le même programme, n'ont pas les mêmes attendus, n'ont pas les mêmes performances. C'est comme si Cyrano de Bergerac débarquait dans un film d'action avec Schwarzenegger. Donc on s'est complètement planté de personnages, on s'est complètement planté de script, on s'est complètement planté de propos. Alors évidemment, pourquoi les chercheurs du Collège Invisible sont beaucoup intéressés aux relations interculturelles? Justement, quand vous mettez deux individus qui n'ont pas du tout les mêmes programmes, les mêmes attendus, les mêmes façons de comprendre la société, la même façon de parler fort, la même façon de se toucher. Vous prenez deux cultures différentes, le contact physique ne veut pas dire la même chose. La proximité ne veut pas dire la même chose. Les sujets ne vont pas dire la même chose. Les normes et les valeurs morales ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, très vite, si vous mettez deux individus qui n'ont pas du tout la même culture et qui connaissent très peu la culture de l'autre, qui n'ont jamais entendu parler de la culture de l'autre, on va avoir le droit à un dialogue de sourds et le choc interculturel, en général, va être très fort. Donc vous voyez, les performances peuvent être de mauvaise qualité, ok, elles peuvent être régulées, mais certaines performances sont quasiment interdites, sont quasiment stigmatisantes. Et donc, ça oblige à un moment à imaginer des réparations. Quand je suis détruit, quand on me remet en place, quand on m'exclut à un moment d'une performance qui était pourtant une aspiration profonde de mon existence, eh bien, il va falloir que je trouve des endroits pour me réparer, des lieux pour me réparer. Et si je n'ai pas une famille aimante, si je n'ai pas d'autres endroits dans lesquels je suis soutenu, si je n'ai pas d'autres expériences dans lesquelles on puisse me reconnaître dans ce statut, si je suis une femme dans le corps d'un homme, et que tout le monde me dit « c'est pas possible, tu es un homme », parce que tu as quelque chose entre les jambes qui ressemble à un pénis, mais que moi je sais que je suis une femme, profondément une femme, eh bien ça va être extrêmement douloureux pour moi si je n'ai pas de lieu, c'est-à-dire de famille, de centres d'accueil, d'institutions scolaires qui vont permettre de m'aider à me reconnaître comme ça. Je vais énormément souffrir et à un moment je vais même m'auto-détruire. C'est-à-dire qu'à un moment, mon impossibilité à être ce que je suis, par stigmatisation, peut me mener au suicide et peut donc m'auto-détruire. Donc vous voyez, on peut aller très très loin à un moment. L'existence de l'individu passe par ces situations communicationnelles de reconnaissance. Je ne peux exister que par autrui. Et si je suis détruit par la face, je dois avoir des espaces échappatoires. Et quand un individu n'a plus d'espace échappatoire dans lequel il est autorisé à être son aspiration, à ce qu'il pense être ce qu'il veut être, et bien à ce moment-là, la situation est très très grave. Elle peut devenir soit autodestructrice, soit destructrice, soit violente. Le troisième élément, je suis un autre, c'est-à-dire que la communication ne se fait pas tout seul. On l'a bien dit, on n'est pas l'auteur de la communication, on est intégré dans un système pluriel. Et donc ma subjectivité, c'est pas un choix. C'est pas moi qui décide d'être quelque chose. Je suis né déjà
dans un espace de communication. Lacan disait « avant même ma naissance, je suis né. Avant même que mon père et ma mère me fassent, ils m'ont déjà raconté. Ils ont déjà raconté le personnage que j'étais. Ils m'ont déjà interpellé. Quelques années même avant ma naissance, je suis déjà né en tant que sujet. Le sujet naît avant mon corps humain. Ce qui veut dire que la communication, c'est le droit à l'existence. C'est la possibilité d'exister en tant que conscience et en tant que sujet, c'est-à-dire la possibilité de penser. Et que la négation de cette existence est une négation existentielle. C'est-à-dire que les phrases, la destruction du sujet, les humiliations, les stigmatisations sont des violences. Doivent être considérées comme des violences physiques, c'est-à-dire comme des... Autant la violence physique va détruire et va porter atteinte à mon corps physique, autant le verbe, autant les actes de communication sont encore plus puissants parce qu'ils vont essayer d'atteindre, de porter atteinte à mon existence, à la possibilité que j'ai de me penser comme sujet. On va essayer de me nier dans la possibilité que j'ai comme sujet. Et cette négation peut être extrêmement douloureuse, peut amener à de l'autodestruction ou à une volonté de se venger et de devenir extrêmement destructrice. Et ça, c'est le cœur de ce que l'on a compris tant de la sociologie que de la psychologie interactionniste. Le second élément important, c'est que le regard sur ce processus de subjectivation peut être amené à un moment à une échelle macroscopique, à une échelle sociologique. De l'anomie chez Durkheim, du concept d'anomie chez Durkheim au concept de double contrainte chez Bateson, et en passant par la théorie des contraintes chez Park, beaucoup de sociologues vont montrer que les souffrances sociales, que les manifestations de violence sociale, le groupe social, l'exclusion sociale, la marginalité, la délinquance, tout ce qui va être à un moment amener un individu à rompre avec sa société, à ne plus respecter sa société, à ne plus vouloir jouer le jeu de sa société, est le fruit d'une tension paradoxale et d'une tentative de destruction du sujet. La société participe, au même titre que la société fabrique les sujets, la société fabrique sa délinquance, la société fabrique sa révolte, la société fabrique sa rébellion. Parce qu'à un moment, dans l'espace social, émergent des contradictions, des injonctions paradoxales, c'est-à-dire on va amener un individu à lui donner une aspiration à être, on l'invite à s'intégrer, et dans le même temps, rappelez-vous la double contrainte chez Bateson, on va lui dire que lui n'y est pas invité. On va lui expliquer que la société idéale, l'individu idéal, le mâle alpha, la femme, c'est ça, c'est cet univers, la réussite c'est ça. Par contre, on va lui expliquer que lui particulièrement, à cause de ses caractéristiques, de l'endroit où il est né, des lieux où il est, des ressources qu'il a, de sa couleur de peau, cet individu n'a pas le droit d'exister dans le seul endroit d'existence. Et là, vous vous retrouvez dans une situation d'injonction paradoxale. Il n'y a que cette situation idéale dans la société. Or, toi, tu es interdit de cette situation. Et donc, cette tension très forte va obliger l'individu à trouver une solution. Il lui faut une solution pour pouvoir régler cette négation absolue de son existence. L'injonction paradoxale, l'anomie ou la théorie de la contrainte montre qu'à un moment, l'individu est pris dans une injonction paradoxale et qu'il lui faut une solution. La première solution, c'est de l'accepter, ce paradoxe. De se dire, je dois composer avec ce paradoxe. Je ne peux rien faire, je ne peux pas m'échapper. Ça, c'est la meilleure façon de s'autodétruire. C'est dépression, c'est extinction, c'est refus d'existence. C'est une longue autodestruction qui est finie par devenir une autodestruction réelle. La deuxième solution, c'est la fuite. La fuite, quand on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas gagner, la meilleure solution, c'est la fuite. Et la fuite, au niveau existentiel, elle peut avoir de plusieurs aspects. La fuite, elle peut être des fuites organisées par la société. La société comprend ses frustrations et vous a préparé le jeu, les jeux vidéo, le loto, le tiercé, etc. L'alcool permet aussi de s'enfuir. Le spectacle, les hobbies, le jardinage, le vélo en tant qu'hobby, les sports de combat, etc., sont des lieux en dehors de la société dans lesquels je peux me renarcissiser, je peux redevenir quelque chose et à un moment échapper à cette contrainte d'existence. Par contre, il y a aussi les versions illégales, la version qui n'est pas tolérée par la société, c'est-à-dire l'alcoolisme, l'abandon social, l'exclusion sociale, le chômage, le fait de ne plus vouloir participer à la société, les SDF, etc. La drogue,
je crois que je l'ai déjà dit, etc. Il y a parmi les échappatoires des échappatoires qui ne sont pas préconisés par la société. La société peut sanctionner ces échappatoires, peut vous dire qu'elle refuse. Et il y en a d'autres qu'elle a tolérées parce qu'elle considère qu'elles sont temporaires, qu'elles ne sont pas graves, qu'elles n'ont pas trop de conséquences sur votre intégration sociale. Elle vous permet de tirer un peu la soupape à un moment des tensions et de revenir supporter l'ascension. Et donc, on vous invite à supporter les tensions, à essayer de trouver une solution la plus simple possible, et quand c'est pas possible, à fuir un petit peu, par des petits paradis artificiels, fuir un petit peu de ces tensions. Mais par contre, il y a certaines tensions qu'on considère beaucoup trop autodestructrices, qui ne vous permettront plus de vous réintégrer socialement, et là, c'est pas toléré, ce sont tous ces espaces illégaux. Le troisième méthode, c'est de s'opposer au paradoxe, c'est-à-dire de refuser le paradoxe, c'est-à-dire de prendre un des éléments du paradoxe et de le refuser. Si votre société est si merveilleuse et que je n'y ai pas le droit, alors je m'oppose à votre société. Je dis que votre société est un leurre, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai, et je ne veux plus cet idéal de société, alors je vais me rebeller contre cet idéal de société. Si vous dites que moi, ok, je vais adhérer à l'autre méthode, c'est que je vais adhérer à votre société, mais vous me dites que moi, je n'ai pas le droit, alors je m'oppose à votre racisme, je m'oppose à votre stigmatisation, je m'oppose à l'image que vous faites de moi et qui vient justifier que je n'ai pas le droit à cette société. Et je vais vous prouver que justement, je ne suis pas la définition. Donc je m'oppose à la définition de moi qui me coince dans un paradoxe et je vais vous montrer que je ne suis pas cette personne et je vais vous attaquer, vous, en tant que source de cette ségrégation, source de cette stigmatisation, et je veux que vous cessiez de me stigmatiser et que vous me donniez une figure, la figure que je souhaite qui me permettrait d'être autorisé à me réaliser dans le rêve commun de la société. Enfin, il y a l'extrême. L'extrême, c'est quand je rejette tout. Non seulement je rejette l'image de la société, mais je rejette l'image que vous faites de moi. Je rejette tout et je rentre en rébellion. Et cette rébellion est plus ou moins violente. Soit je rejette ces deux éléments et je fuis, la combinaison rejet à la fois de votre imaginaire social et de l'image que vous faites de moi, et fuite va faire que je vais rentrer dans la marginalité. Je vais sortir du système social et je vais construire un autre système social. Ça va être les sectes, ça va être les amish, ça va être les fondamentalismes religieux qui vont replonger dans un autre siècle, à une autre époque. Ça va être des passions débordantes, des passions qui vont faire que vous allez consacrer votre vie à un hobby et faire que ce hobby va devenir vraiment votre vie complète. À un moment, un hobby comme le jeu vidéo, etc., va devenir votre vie professionnelle à part entière et vous allez vous enfermer dans ce monde parallèle, ou ça peut être extrêmement violent, ça peut être la rébellion politique, ça peut être la révolution, ça peut être aussi le terrorisme, dans lequel vous allez vraiment vouloir détruire les deux, à la fois l'image qu'on fait de vous, et en tant que victime, en tant qu'être inférieur, et à la fois la construction et l'imaginaire social, et vouloir détruire les deux par la violence, par la guerre, par la révolution. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions possibles, il y a des négociations, des négociations à la marge, qui fait que des tensions à la marge peuvent être à un moment gérées par des petites échappatoires, des petites fuites. Et puis il y a quand les tensions sont trop intenses, trop continuelles, trop systématiques, il y a la fuite. La fuite, c'est de réussir à se trouver un ailleurs, partir dans un autre pays, changer de monde, changer d'espace, repartir en ruralité, et essayer de reconstruire un monde dans lequel on va être plus accepté, avec un idéal nouveau, dans lequel ces caractéristiques vont être plus acceptées. Et quand il n'y a pas la possibilité ni de fuir, ni de négocier, il y a le combat. Et le combat qui peut être un combat légal, mais qui peut devenir un combat radical, voire devenir un combat violent. Le rôle des refuges sociaux sont essentiels dans cette histoire. En fait, quand un individu se retrouve dans une tension paradoxale, la seule chose qui va lui permettre de se sauver, de trouver une solution, c'est un troisième lieu. C'est un espace dans lequel il est accueilli et accepté. Ça peut être des amitiés, ça peut être la famille, ça peut être l'école qui le sort de son milieu et qui le sort de la société même. L'école a pour cette fonction de le sortir de la société pour y mettre une société un peu plus pacifique, un peu plus régulière. Ça peut être des acteurs sociaux, ça peut être une communauté religieuse qui va vous accueillir et qui va vous aider à vous redéfinir vous-même. En tous les cas, il existe dans la société des refuges sociaux qui vont me permettre de me reconnaître comme je suis et qui vont me permettre, dans une communauté particulière, de me renarcissiser et de m'aider à trouver des solutions. Je ne peux pas les trouver tout seul.
les premiers indicateurs, nous disait Robert Agnew. Robert Agnew est un grand sociologue de la criminalité. Il a dit les premiers indicateurs d'une tension sociale, d'une anomie, sont en général le retrait social. On va voir apparaître chez le sujet une tristesse, une dépression, un certain isolement, un renfermement. Il va de moins en moins communiquer avec autrui. Il va de moins en moins croire dans la communication. L'isolement est un très bon indicateur d'une véritable souffrance subjective qu'il faut prendre très au sérieux. Et puis progressivement, on va voir y mettre de la colère, de l'agressivité, d'abord par des propos, d'abord par des attentions, et puis par rapport après des explosions d'agressivité. Quand on voit cet ensemble dépression, isolement, renfermement, refus de débattre, abandon de toute conversation, de toute intégration sociale, plus de la colère, en général on a des très bons indicateurs d'anomie, on a des très bonnes preuves que l'individu vit quelque chose, vit quelque part quelque chose qui l'amène à un moment à une autodestruction de son sujet. Et ça, ces premiers symptômes, en général, doivent amener la société à préparer des refuges, à accueillir l'individu et à le sortir, numéro 1, de le sortir du système dans lequel il est mis en contradiction, à l'intérieur de sa tête, mais aussi du système social, à quel endroit il vit une tension entre une certaine définition de lui et une autre définition de lui, et une fois qu'il est sorti, l'aider à redéfinir cette tension, l'aider à trouver une solution pacifique, une solution qui lui permette à un moment de remettre en cause tel ou tel élément, de voir la réalité différente, peut-être d'être moins touché par une certaine stigmatisation, peut-être d'attacher moins d'importance à un certain imaginaire social qui est peut-être trop excessif et trop délirant, et donc de renégocier progressivement. Plutôt que de choisir la fuite qui peut amener un moment à la rébellion et à la violence, peut-être de l'aider à trouver une redéfinition de son paradoxe et d'être amené à un moment à trouver une solution où lequel il va non seulement pouvoir respirer momentanément, mais aussi revenir à un moment dans la société avec une autre redéfinition du cadre qui le fait souffrir. Donc cette multisociabilité est essentielle, essentielle. Ce sont les multisociabilités, les lieux de refuge qui permettent à un sujet de se reconstruire. S'il n'a pas ces lieux de refuge, s'il accumule en fait les espaces qui lui font souffrir, si partout où il va, il est enfermé dans des paradoxes qui le font souffrir, au travail, il souffre parce qu'il est discriminé, parce qu'il est exclu, parce qu'il est humilié, dans la famille, il souffre parce que sa famille est dysfonctionnelle, parce qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a même de la frustration, il y a même de l'humiliation permanente, il n'a pas d'amis, il n'y a pas d'horizon intellectuel, culturel ou religieux qui puisse permettre de l'accueillir dans une communauté. Quand un individu se retrouve dans des paradoxes continus sans aucun refuge, en réalité, il va vers la destruction, qu'elle soit son autodestruction ou la destruction d'autrui. Donc l'importance de ces espaces de refuge sont essentiels à un moment pour faire souffler l'individu, pour lui faire lever des soupapes de sécurité et pour lui permettre de renégocier l'univers qui s'est construit et la façon dont il souffre des interpellations, quitte à renégocier physiquement, c'est-à-dire à abandonner les personnes qui le font souffrir, quitter les milieux qui sont dangereux et qui le poussent à la violence, redéfinir sa carrière professionnelle, quitter son entreprise, etc., etc., etc. Donc vous voyez, un sujet s'est fabriqué. Et un sujet s'est fabriqué par la situation sociale. Et les situations sociales, même si dans la très très grande majorité de la société fonctionnent parfaitement, sont très harmonieuses et méritent à chaque fois des petits ajustements quotidiens, il y a à la marge de cette société des tensions qui sont très violentes, des tensions qui sont très difficiles, à chaque fois dans un destin individuel. Mais ce destin individuel est un destin partagé. La personne qui souffre peut souffrir pour un contexte qui est très individuel, qui est propre à cette personne, mais peut aussi souffrir parce qu'elle porte des stigmates, elle porte des caractéristiques sociales, des caractéristiques corporelles qui à un moment la fait souffrir d'une façon générale. Il peut avoir une anomie générale, comme il y a un racisme, il y a une stigmatisation, il peut avoir une anomie générale qui fait véritablement souffrir l'individu en tant que groupe social. Et justement, cette solution, elle doit être menée à l'échelle de la société. Si on peut accompagner un individu pour des raisons individuelles, on ne pourra pas l'accompagner quand toute la société le stigmatisera, quand toute la société va l'astreindre. Il va falloir l'accompagner pour essayer de négocier avec cette société, la redéfinir, mais il va falloir aussi accompagner la société dans sa redéfinition. Et vous voyez,
L'interactionnisme symbolique nous donne une clé d'entrée pour comprendre le fonctionnement humain, la construction de la société, et montre qu'il y a un lien très fort entre l'échelle sociale et l'échelle individuelle. Merci de votre attention. Nous avons fait une longue histoire assez compliquée. Ce cours était particulièrement long par rapport aux autres. Les 3 épisodes étaient très longs. Mais j'espère que vous avez compris que c'est le paradigme central de la communication dans l'approche interactionniste. Merci à tous. À très bientôt.